prochaine question, elle nécessite un petit extrait sonore. Ouais. Écoutons ça. Hello tout le monde, c'est Chloé. Aujourd'hui, dans l'usine à talent, nous allons recevoir une référence en termes de journalisme dans le milieu urbain et hip-hop français. Attendez, je vais m'asseoir et je vous dis dans un instant qui est l'invité du jour. Auteur du livre Aya Nakamura, dictionnaire critique, co-auteur du livre J'étais là, 30 ans au cœur du rap. Aujourd'hui, nous recevons Ismaël Merighetis. Quelle présentation. Voilà, Incroyable, le respect. Merci beaucoup. Très hip-hop ce que tu nous as T'as fait. vu Magnifique. Écoute, on s'est dit référence du hip-hop français, T'étais obligé, ensemble, accorder, C'est carré. enfin, désaccorder, accorder quoi. mais c'est ça qu'on aime bien. Comment tu vas? Comment tu te sens là? Je suis très content d'être là, hein. Magnifique studio, très content, c'est la rentrée pour moi, donc voilà, très content de parler à Conscientious Media. Ça s'est bien passé la rentrée là? Tout va bien, pour l'instant tout va bien. Ok, magnifique. Bon, on va un peu parler de ton parcours. On le sait qu'aujourd'hui, tu es quand même une figure comme incontournable du milieu médiatique, on va se le dire. Ça fait quand même des années que tu es dans le métier. Tu es passé par plein de, que ce soit de médias ou même de métiers à travers les médias, ce qui est quand même assez fou. Est-ce que c'était déjà un rêve d'enfant ou est-ce que ça s'est développé à l'adolescence ou à l'âge adulte? T'es tombé dedans, on sait pas. Déjà, moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être pilote de Formule 1 déjà, donc rien à voir. Ça. Et j'ai pas achevé ce rêve. Je pense que c'est encore possible d'y arriver. Non, je pense que c'est mort. Mais donc non, j'avais pas ce rêve-là en tant qu'enfant, ni même vraiment en tant qu'adolescent. Mais quand je me suis lancé dans le journalisme, jamais j'aurais rêvé de pouvoir parler de ma passion, qui est la musique, le rap en particulier, parce que quand j'ai commencé dans le journalisme, on parlait pas vraiment de rap comme ça, tu vois, on n'en parlait pas, il n'y avait pas vraiment de médias rap institutionnalisés et tout. Tu peux resituer pour les gens qui nous regardent, c'est il y a combien de temps? Moi, quand je commence le journalisme, on est en 2012-2013. Ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la presse papier consacrée au rap, elle a quasiment disparu. Il reste quelques radios, mais qui n'ont pas spécifiquement de grosses émissions d'interviews, de talk. Et globalement, c'est tout. On est avant le streaming, il n'y a pas vraiment de blogs, de médias indépendants, etc. Ça n'existe quasiment pas. Donc pour moi, c'est même hors de mon champ de possibilités d'être journaliste rap. Et donc, franchement, réussir à faire aujourd'hui des livres sur cette musique, à faire des émissions à la radio, à des documentaires et tout, je pouvais même pas le rêver parce que ça n'existait pas en fait. Donc ouais, c'est un peu fou, Tu parles justement du fait que ça n'existait pas, que tu étais dans le journalisme. C'était quoi réellement les différentes facettes du métier qui toi, tu te sentais t'incarner le plus? Tu veux dire dans le journalisme en général? Oui. En fait, moi... Tu poussais aussi à faire journalisme. Ouais, bien sûr. Moi, je vois un peu le journalisme comme une sorte de portail magique dans lequel tu rentres, tu peux côtoyer plein de réalités différentes, découvrir des personnes que tu croiserais pas si tu n'étais pas journaliste. Je le vois comme un accélérateur de possibilités pour découvrir plein d'horizons. Oui. Et vivre des choses que vraiment tu n'aurais pas l'occasion de vivre. Et donc ça, c'est mon moteur principal, pardon. Et en parallèle de ça, c'est réussir à restituer correctement ce que tu as vécu aux gens. On est dans un monde où tout le monde est abreuvé de séries, de films, d'informations dans tous les sens. Il faut réussir à capter l'attention. Et comment tu joues avec les mots, comment tu mets en scène les images pour capter l'attention des gens et leur faire passer les idées que tu veux faire passer, ça me passionne aussi. Donc c'est ce travail-là de vivre des choses, réussir à bien les transmettre, qui est mon moteur. Un canal en fait. Ouais, c'est ça. Un peu le canal entre peut-être les gens que tu as envie de représenter et ce qu'on pense parfois être inaccessible aussi. Exactement, c'est permettre aussi au public de sortir un peu de sa bulle à un moment donné. On est tous dans des bulles, de fait, on est tous concentrés sur notre quotidien. Moi, en tant que journaliste, je vais bosser, je vais aller me renseigner sur telle réalité, tel artiste, tel truc, et je vais le faire découvrir à quelqu'un qui n'avait pas forcément prévu de le découvrir. Et c'est comme ça que tu enrichis un petit peu juste la vision commune, quoi, tu vois, la vision de chacun. Et c'est ça qui me motive. En vrai. Est-ce que quand tu as démarré, tu pensais arriver à la carrière que tu as aujourd'hui, au succès que tu as eu aujourd'hui? En fait,
Déjà, non, parce que quand je commence le journalisme, on est à une époque où les réseaux sociaux sont beaucoup moins développés. On est à une époque où, encore une fois, il y avait des journalistes rap, mais ils étaient très mineurs. Moi, je ne les connaissais pas. Je veux dire, mineurs dans le sens, c'était pas une industrie, il n'y avait pas un milieu très développé. Et donc, à l'époque, en fait, on n'est pas censé... on est des gens de l'ombre, les journalistes. On n'est pas censé avoir de la visibilité, on n'est pas censé être exposé, et le game journaliste rap n'existe quasiment pas. Donc non, c'était impensable pour moi. Moi, je faisais mon truc dans mon coin, en dehors déjà de la musique, dans un premier temps. J'étais journaliste plus traditionnel, politique, société et tout, dans des médias traditionnels aussi. Et j'aurais jamais pensé que je pouvais allier ça à ma passion. La musique, c'est le truc le plus précieux de ma vie. Le rap, c'est le truc le plus précieux de ma vie. Jamais j'aurais pensé que je pourrais en faire un travail. C'est juste, c'est fou. Et j'ai vécu, à mon échelle, la même chose qu'a vécu globalement le rap quand le streaming est arrivé. C'est-à-dire, ah ouais, d'un seul coup, tout explose. Les gens se mettent à écouter massivement du rap. Il y a des plateformes de streaming, des artistes font de l'argent et tout. Il y a une industrie qui se développe. C'est miraculeux, en fait, ce qui s'est passé depuis 2015 avec le rap. Bah moi, à mon échelle, dans mon milieu professionnel, j'ai vécu la même chose. Jamais j'aurais pensé que je pourrais vivre de cette passion. C'est trop beau, en fait. Est-ce que tu as une anecdote ou est-ce que tu as un souvenir de la première fois que tu as pu allier les deux de manière professionnelle? Ouais. Ça a été vu par le monde, quoi, tu vois. Ouais. Bah en fait, en gros, moi, j'ai passé plusieurs années donc, dans le journalisme traditionnel. Ouais. Et où j'ai fait des trucs qui m'ont super épanoui. J'étais beaucoup à l'étranger en tant que correspondant, dans des pays de fous comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, la Grèce. J'ai vraiment développé des compétences et vécu des choses qui étaient fortes, impactantes. Mais à un moment donné, je commence à voir que y a des gens qui parlent de rap de la même manière que moi, je vais parler de politique à un moment donné. Je vois que commence à y avoir des programmes qui se font qui m'intéressent trop. Et moi, je me dis, wow, est-ce que c'est pas un horizon pour moi d'aller vers ça? C'est-à-dire, est-ce que tous les projets que je fais dans le journalisme traditionnel, c'est trop cool, mais c'est pas pleinement moi, parce que moi, c'est la musique. Et je me dis, hey, si je me lançais. Sauf que j'ai zéro contact. Je connais personne dans ce milieu. Et donc, j'ai l'idée assez basique à la base de faire un podcast. Parce que ça coûte pas d'argent, parce que je me dis, c'était le début aussi des podcasts, je me dis, ça va peut-être me permettre de rencontrer des artistes et de montrer ce que je sais faire. Et donc, j'ai lancé un podcast qui s'appelait Gimmick, qui n'existe plus, mais qui s'appelait Gimmick. Et l'objectif, c'était de recevoir des têtes d'affiche du rap, ceux que je pouvais avoir. Au début, tu galères, et puis petit à petit, plus tu crées ton audience, plus tu arrives à avoir des gens. Et des jeunes talents aussi, parce que j'ai toujours eu à cœur de mettre en avant les jeunes talents. Et de faire des chroniques, de parler des sorties, des albums et tout. Et en fait, je le lance en 2017, avec une équipe autour de moi, des amis. Et je me rappelle qu'assez vite, je pense au bout du 4e, 5e épisode, je faisais un épisode par semaine. Cardio quand même, hein. Cardio, j'étais obligé. En fait, je gérais tout seul, faire les émissions, faire la pub sur les réseaux, contacter les invités et tout, mais pour exister, tu étais obligé d'avoir une certaine fréquence. Et ouais, je pense au bout de peut-être 1 mois et demi d'existence, j'arrive à faire venir un artiste qui était un de mes artistes de cœur quand j'étais petit, qui l'est toujours, mais je veux dire qui a marqué mon enfance, mon adolescence. C'est un rappeur français qui s'appelle Bustaflex, un rappeur du 93. Et en fait, je le fais venir, et pour moi, c'est un truc, je rencontre mon idole, et je fais venir mon idole dans mon podcast, au bout de 1 mois et demi d'existence. Ouais. Et là, je me dis, waouh, ça se trouve, ça peut être ça ma vie, en fait. C'est une dinguerie. En fait, ça te réalise. Et là, je me dis, waouh, je suis en train vraiment de faire du journalisme avec les gens qui me fascinaient. Et en plus, ça se passe bien, et en plus, lui, il respecte ce que je fais, etc. Et donc, je me dis, waouh, ça te donne une force incroyable. Et je me suis dit, je veux plus jamais faire autre chose.
Là, tu t'es dit, bon, les gars, c'était gentil, mais Ouais. moi, je vais y aller, en fait. Ouais, voilà. Et donc après, j'ai eu de cesse de essayer de reproduire ce type de moment avec tous mes artistes favoris, avec tous les gens dont je respecte le travail, dont j'admire l'art. Tu as fait ton podcast, puis tu es passé par plein d'autres médias. J'aimerais notamment parler de Move. Ouais. Comment tu as atterri chez Move? Ça, en fait, Est-ce qu'on peut en parler? bah, bien sûr, on peut en parler parce que pour moi, je trouve que c'est un symbole de tu peux avoir zéro contact, mais juste si tu fais les bons choix et que tu ne négliges personne, tu peux te retrouver à des endroits que tu n'aurais pas espéré. En gros, si je raconte l'histoire brièvement, parce qu'elle a plein de rebondissements, mais brièvement pour que les gens, ça peut peut-être servir d'encouragement à plein de jeunes et tout. Donc je fais ce podcast, ce fameux podcast Gimmick, sur lequel je travaille 80% de mon temps et je suis pas payé, d'accord, c'est bénévole. À côté, je travaille la nuit pour gagner de l'argent, etc. Donc faut se rendre compte, c'est de l'énergie, beaucoup, des mois et des mois et des mois. Je fais ça pendant 3 ans, on va dire. Et ce podcast, mine de rien, il me rapporte pas d'argent, mais les audiences, elles grossissent un petit peu. Il se fait un petit nom, ce podcast, dans le milieu du rap, avec des auditeurs et tout. Et un jour, il y a un auditeur qui contacte sur les réseaux en disant « Est-ce que je peux venir assister à une émission ?» Et je dis « Ok, avec plaisir et tout. » Il vient assister et puis il revient. Et puis il commence à venir assister à plein d'émissions et il aime. Et un jour, il parle, comme il aime cette émission, il parle de cette émission à un pote à lui. Ce pote à lui, il gère à ce moment-là un centre social dans le 20e arrondissement à Paris pour les jeunes. Et un jour, il m'appelle, ce mec-là, il me dit « Ouais, voilà, mon pote m'a parlé de ton émission, j'organise un événement dans pas longtemps, est-ce que tu serais chaud de l'animer? C'est une petite discussion sur la musique avec des gens et tout. » Pas d'argent, etc. J'y vais. Encore une fois, la passion qui te fait y aller, te rencontrer des gens et tout, il n'y a rien à gagner a priori. Oui. Tu le fais pas parce qu'il y a un truc à gratter. Tu le fais pour la mission. Tu le fais pour la mission, je t'ai honoré qu'on m'appelle, mais tu vois, de loin, c'est pas prestigieux en soi, juste Oui. t'y vas. J'y vais, et dans cette table ronde, je rencontre une personne qui gérait le festival Paris Hip Hop à l'époque. C'est un festival qui n'existe plus maintenant, mais qui a existé pendant peut-être une dizaine d'années, peut-être même plus, à Paris, qui organisait des gros événements hip-hop à Paris. Cette personne, donc je la rencontre dans le talk que j'anime, ça se passe bien, on fait connaissance, et je lui dis, bah moi j'aimerais bien un jour animer des talks pour Paris Hip Hop. Et il me dit, bah écoute, avec plaisir, c'est un projet, n'hésite pas à m'en parler et tout. Je réfléchis à un talk, je monte tout mon talk, etc., je lui en parle, ça se fait, au festival Paris Hip Hop, donc tu prends un peu de... Monte. Ouais. Il se trouve que ce monsieur-là, avec toute son équipe du festival Paris Hip Hop, au bout d'un moment, prend la direction, toute cette équipe migre et prend la direction de la place Hip Hop, qui est le centre culturel Hip Hop de la ville de Paris. Ok. Je commence du coup à travailler avec eux. On fait plein de projets, on bosse sur des mois. Un jour, il me propose de faire une interview de quelqu'un qui s'appelle Bruno Laforesterie, qui était le patron de Move. Ok. Sauf que à ce moment-là, c'est une interview, il venait de sortir un livre sur, je crois, la légalisation du cannabis, etc. Bref, rien à voir a priori. Mais je fais cette interview et ça se passe bien. Encore une fois, il faut bien avoir en tête que tous les trucs sur lesquels je passe vite, genre j'anime des tables rondes, machin, c'est beaucoup de travail que tu fais, pas forcément très bien payé et tout. C'est des mois d'énergie et tout. Je fais cette interview, ça se passe très bien. Et, je sais pas, 4-5 mois plus tard, je reçois un appel de ce Bruno qui me dit « Est-ce que tu aimerais bien venir sur Move participer à une émission ?» Donc tout ça pour dire en résumé que c'est parti de mon podcast que j'ai fait bénévolement, Ouais. d'une rencontre avec cet auditeur que j'ai pas négligé, que je suis allé faire cette rencontre dans le centre social que j'ai pas négligé non plus, et de fil en aiguille, ça m'a rapporté une place pour laquelle j'avais déjà envoyé des mails en mode est-ce que je pourrais... J'avais déjà écrit à ce Bruno Laforesterie en l'occurrence, qui m'avait pas répondu parce qu'il devait crouler sous les demandes, mais j'avais déjà écrit plusieurs années auparavant pour participer à des émissions sur Move. C'est ouf quand même la vie. Et là, tu te retrouves à ça. Et en fait, moi, c'est la plus précieuse leçon que j'ai retenue de toute cette aventure-là, c'est de se dire, faut toujours faire les choses, tu sais pas ce que ça va donner. C'est généralement des petites rencontres par-ci par-là qui t'amènent à des postes dont tu rêvais. Ouais. Faut négliger personne et faut toujours faire les choses avec passion et t'arracher pour ce que tu fais parce que la moindre rencontre peut être déterminante.
En vrai, la moindre rencontre peut être déterminante. Si j'avais foiré cette interview en me disant des interviews, j'en fais 30 par an, si je foire un peu celle-là ou si je la bosse pas à fond, c'est pas grave et tout. Bah non, tu vois, ça aurait pas marché. Et je suis allé sur cette interview, c'était un sujet qui était même pas le sujet du rap en l'occurrence. Et tu vois, j'ai mis mon niveau d'exigence tout le temps, à toutes les émissions que j'ai fait, tous les trucs, et ça finit par payer d'une manière que t'espères même pas au début en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, Mais félicitations, parce que c'est quand même assez fou, quoi, ce parcours. c'est fou. C'est un beau parcours, en fait. Ouais, j'ai de la chance. Est-ce qu'il y a des moments, par exemple, Ouais. que tu as vécu qui ont été particulièrement stressants pour toi dans ce parcours ou qui t'ont changé en tant que humainement parlant? Déjà, quand je commence dans le journalisme traditionnel, je fais le choix. Moi, je rentre à France Télévisions au départ, donc poste un peu de rêve en tant que reporter au journal télévisé et tout. Et sauf que je suis jeune à ce moment-là et je comprends que dans cet écosystème du service public et tout, on va me faire galérer 4-5 ans à faire des trucs un peu nuls avant d'arriver au truc que je veux. Et à ce moment-là, je sais pas quelle folie ou quel courage, entre guillemets, il y a des choses plus courageuses que ça, mais tu vois un peu quelle audace, on va dire, me prend et je me dis non mais en fait j'ai 25 ans mais j'ai plus d'ambition que ça en fait. Ok, je suis à France Télévisions, ok, j'ai un salaire, ok, machin, une sécurité de l'emploi, mais en fait je vais tout mettre de côté pour privilégier les projets de cœur qui me font plaisir. Et je suis parti de France Télévisions pour me lancer en indépendant, ce qui était très mal vu à l'époque. On remonte à ça en 2013, 14 et tout. À l'époque, journaliste indépendant, et c'est encore un peu le cas maintenant, tu es considéré comme un sous-journaliste, genre celui qui n'a pas réussi à avoir un contrat, en gros. Tu vois, dans la mentalité commune encore. Genre freelance, c'est pas comme aux États-Unis où tu es vu comme quelqu'un qui a ses projets entrepreneurs et tout. À l'époque, c'est vu comme ah ouais, t'as pas réussi à avoir ton CDI en fait. Et moi, je me lance là-dedans et je frappe à toutes les portes pour promouvoir mes projets, pour essayer de vendre mes trucs. Et je me prends râteau sur râteau, logique. Ah ouais, dur, mais dur quand même. Mais pendant des mois. Et à un moment, il y a une porte qui s'ouvre. Et une porte qui était prestigieuse, c'était une revue de grand journalisme, de grand format journalistique, qui s'appelle la revue 21, où dedans, il y a des écrivains qui bossent, il y a des grands auteurs et tout. Et au bout de mois de refus, il y a une porte qui s'ouvre, c'est celle-ci, et un projet que je portais qui était d'aller faire un long reportage en Afrique du Sud. C'était après la mort de Nelson Mandela, etc. Et quand ça s'ouvre, je me dis, ah ouais, bah en fait, j'ai raison d'y croire. Parce que là, je vais faire le projet que j'ai envie de faire, dans des conditions financières intéressantes, avec la liberté que je veux, et c'est valorisant. Génial. Donc, ça efface rapidement les quelques mois, qui sont quand même longs quand tu les vis, Oui, de ouf. mais les quelques mois où tu te prends, Trop cher. refus sur refus. Ouais. Et ça m'a ouvert une porte de me dire, ok, peut-être que je peux façonner cette carrière comme je l'entends. Tu sais, dans le journalisme et dans plein de métiers, on dit souvent aux plus jeunes, tu sais, c'est dur, c'est bouché, c'est galère, il n'y a pas de taf, va falloir que tu souffres pendant longtemps et tout. Et je sais pas pourquoi, moi je me suis dit non, j'ai pas envie d'être soumis à ça. Et cette première opportunité, ça m'a fait me dire, ça se trouve, je vais faire déjouer des pronostics. Et à partir de là, bah, je me suis arraché pour toujours faire des projets. Alors, ça passe par beaucoup de sacrifices, entre guillemets, ça passe par du travail comme partout, ça passe par plein de choses. Mais encore une leçon que je retiens, j'ai pu façonner la vie professionnelle que je voulais. Sans que personne me dicte quoi que ce soit. Et alors que les gens te disent généralement c'est impossible. Quand je suis allé en Grèce pour être correspondant, j'ai frappé à toutes les portes, tout le monde m'a dit « Bah non, mais on a déjà quelqu'un. Pourquoi tu serais correspondant, pourquoi machin ?» Et je sais pas, je me suis dit, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Et à un moment donné, parmi toutes les portes qui se sont fermées, il y en a une qui s'est ouverte, celle du journal Le Parisien, qui m'a dit, bah on a quelqu'un là, mais depuis un article, on n'est pas forcément super satisfait, fais un article et si c'est mieux, on verra. Je fais l'article, je m'arrache, et ils me prennent. Et après, je vais frapper aux autres portes en disant maintenant je suis correspondant du Parisien, est-ce que ça vous intéresse de m'avoir aussi ? Tu avais du coup déjà cette légitimité. Légitimité, mais que j'ai créé moi-même en fait. C'est ça. Tu vois, il n'y a personne, j'étais pas grec, je parlais pas grec, machin. Enfin, Ouais, j'avoue, il y avait rien. je sais pas, il n'y avait rien. Juste, c'était un terrain de journalisme intéressant à l'époque parce qu'il y avait une crise des réfugiés qui arrivaient de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, il y avait une crise économique, il y avait plein de choses à raconter. Et moi, ça m'intéressait de le faire. Mais cette légitimité-là, je me la suis créée. Et c'est un truc qui m'a matrixé, c'est de me dire,
pardon, ça fait peut-être un peu, tu sais, les conseils qu'on donne sur Insta, objectif quadrillionnaire, tu vois. La motivation Insta, là, vas-y, let's go. Mais en fait, le seul fait que j'y ai cru et que je me dise que c'était possible et que j'ai pas lâché, et ben, c'est devenu une réalité. Tu l'as créé, c'est ta réalité. C'est devenu la réalité. Ouais. Et en fait, évidemment que personne serait venu me chercher pour cette réalité. Bah, Tout le monde est toujours dans ses jobs, dans ses trucs, a suffisamment ses équipes. Mais à un moment donné, tu peux peut-être t'imposer. Et je dis pas que ça va marcher, tu vas peut-être te prendre encore une fois 99 refus. il en suffit d'un, Il en suffit d'un. Et après, un qui en enclenche d'autres. c'est ça. Et donc ça, c'est en gros le premier truc marquant de ma vie, on va dire, avant la musique. Après, dans la musique, il y a ce truc où je me suis laissé, je me suis dit, je me laisse 2-3 ans à mon podcast pour qu'il fonctionne et que je me fasse connaître. Et ça aurait pu arriver au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi. C'est arrivé pile au bout de 3 ans. Ça veut dire que j'ai dû tenir 3 ans par contre. Si j'avais lâché au bout de 2 ans, Mais on dit qu'une société, elle met 3 ans, c'est soit elle passe pas. C'est ce qui est dit. moi j'y crois beaucoup. Je pense que si tu restes 2 ans et demi, 3 ans dans un secteur, que tu bosses, que tu t'arraches, que tu négliges rien et que tu lâches pas, normalement tu as fait suffisamment de contacts, tu t'es suffisamment fait voir pour que ça débouche sur autre chose. Et le fait que pareil, ça ait fonctionné, mais pile au bout des 3 ans, en plus c'était c'est arrivé au moment où le Covid est arrivé, donc j'avais plus de chance après, tu vois, genre j'étais cramé. C'est arrivé à ce moment-là, et ben je me suis dit, j'ai eu raison d'y croire encore une fois. Et peut-être que dernier truc marquant pour moi, qui peut peut-être nous faire parler après d'un projet que j'ai fait, c'est pendant le confinement, on m'appelle pour faire des interviews sur Instagram pour un média qui s'appelait Midi Minuit, qui s'appelle toujours Midi Minuit. Et je fais pendant le confinement des interviews avec eux tous les soirs, 2 interviews par jour de plein de têtes d'affiche du rap français. Et parmi tous ces gens, on fait aussi des professionnels. Et un jour, je fais en interview Ahmad de Bouscapé. Oui. Donc cofondateur et dirigeant de Bouscapé. On fait une interview, ça se passe bien. Encore une fois, ne négligez aucune rencontre. Parce que sur cette simple interview, il me dit « Ah, ça serait bien qu'on envisage des choses ensemble pour Bouscapé ». Et je fais plein de propositions et tout, et on trouve pas le format, machin. Et c'était en septembre, juste après le confinement là, de 2020, en septembre, un jour il m'appelle, il me dit « Ouais, est-ce que tu as un passeport ?» Je dis « Oui. Enfin, oui, quand même. Est-ce que tu es libre dans une semaine ?» Oui. Je me sentais obligé de répondre oui, quoi qu'il en soit, sans des questions de passeport, tu vois. Et il me dit, écoute, tu vas aller suivre Damso à Kinshasa. Oui. Et là, vraiment, c'est une info, tu sais, c'est pas une info qui est censée arriver dans ta vie. Bah non. Damso, à ce moment-là, il est big de chez big, c'est avant la sortie de Calf, genre c'est méga star du rap français. Kinshasa, ça fait rêver d'aller découvrir ce genre de pays au Congo et tout. En plus, le Congo, pour toute l'importance qu'il a pour le rap français. Et puis même voyager pour parler de rap avec un artiste, genre c'est dingue. Qui est en plus au top de sa carrière. Top de sa carrière, il y a trop d'enjeux. Et voilà, c'est un élément, ce voyage-là, et ce documentaire qu'on a fait avec Damso, a été aussi un marqueur important pour moi de légitimité et d'ouverture vers d'autres projets après. Ben justement, tu parles d'autres projets. Ouais. Et 2 petites choses que j'aimerais qu'on mette quand même en lumière, parce que j'en ai parlé justement dans ta présentation, c'est le fait que tu sois auteur-co-auteur, notamment du livre Diana Kamura, Dictionnaire critique. Je trouve que déjà, le fait d'avoir fait ça, je trouve ça exceptionnel. Je veux juste savoir, est-ce que c'est en lien du coup avec ce dont tu m'as parlé? Enfin, d'où ça vient cette volonté d'écrire en fait, cette passion de l'écriture? Parce que bon, le journalisme, on sait quand même qu'il y a cette partie-là malgré tout. Mais de là à se dire, je vais être auteur de livre ou co-auteur, c'est encore un autre game. C'est encore un autre game. J'ai entendu dire en off que tu t'aimais quand tu y es, tu y vas. Ouais, c'est clair. Non, en fait, un truc qui est important à dire, c'est que moi, j'ai jamais pensé que je pourrais faire des livres. On parle de représentation, de modèle. Moi, j'avais pas de modèle là-dessus. J'étais un bon élève, j'ai toujours aimé écrire, je me suis toujours appliqué dans l'écriture. Mais c'était juste impensable. Moi, il y a
personne, ni dans ma famille, ni dans mon entourage qui avait écrit de livre, évidemment. Et j'avais pas de modèle, tu vois, de gens, ah, c'est possible d'écrire un livre. Pour moi, c'était un autre monde. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai une amie, très bonne amie, journaliste aussi et éditrice, Wafa Mamesh, qui me propose de travailler sur mon premier livre. Donc, J'étais là 30 ans au cœur du rap, qui est la biographie de Driver. Oui. Driver, grand homme, grand rappeur, grand homme de médias, grand chroniqueur du rap, grand MC, animateur de soirée. Il a plein de casquettes, acteur aussi. Grand tout. Grand tout. Grand homme. Et grand homme en plus. Grand homme. Et elle me propose ça. Et comme je la connais, comme c'est avec une maison d'édition indépendante, en gros gérée par des Noirs et des Arabes, donc je me sens en confiance, j'y vais. Je le fais. Ça se passe très bien avec Driver, on fait ce livre, on a des super retours, le livre il se vend bien, je me rends compte de l'impact d'un livre qui est sans commune mesure avec l'impact des émissions. Tu vois, moi, sur Move, on faisait des émissions où sur YouTube et en direct, il y avait vraiment beaucoup de gens qui regardaient et qui... Mais un livre, c'est autre chose en fait. Un livre, les gens, ça les marque différemment. Parce que c'est dans leur bibliothèque, parce qu'ils le passent devant chez eux tous les jours. C'est ça en libre, quoi. Parce que on lit moins de livres qu'on consomme d'émissions aussi, donc ça prend une place plus importante dans ton cœur et dans ton esprit quand tu lis un livre aussi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi en lien, et je te permets de Vas-y, couper 3 secondes, aussi avec le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de livres sur ce milieu-là, écrits de cette manière-là, qui mettent en lumière aussi, encore une fois, que ce soit le milieu, la communauté, etc. Et du coup, ça permet aussi à ces jeunes, ou même à ces adultes, de se sentir représentés à travers des livres où finalement, peut-être avant, t'as pas envie de lire parce que tu te sens pas, tu vois, tu te sens pas compris. Déjà, il y a ça. Il y a le fait de s'intéresser à la vie de quelqu'un qui peut être un modèle pour plein de jeunes. C'est ça. Il y a après Driver, c'est déjà un super conteur d'histoires. Donc déjà, il sait mettre en forme les histoires. Et après, c'est ajouté à son art à lui, moi, mon style d'écriture. Et mon ambition, c'était de faire un livre qui se lise facilement, qui se lise comme un roman policier, tu vois, où tu as envie de tourner les pages, tu as envie d'avancer. Et moi, j'ai à cœur dans mon travail, que ce soit sous forme de livres, de documentaires et tout, de vraiment faire des choses pas chiantes, faire des choses accessibles, où tu apprends des trucs, mais c'est cool. Oui. Et ce livre, on l'a pensé de tout, de la couverture jusqu'au titre des chapitres, jusqu'à tout, pour que ce soit un objet agréable pour tout le monde. Ça ne va pas être une corvée de le lire. Tu sais, tu dis pas, ah, je vais le lire parce que ok, c'est sur mon milieu, machin. Non, tu le lis comme tu vas consommer une série qui te fait kiffer. Tu vois. Et donc, ce livre, on le fait, ça sort, beaucoup de retours, beaucoup de rencontres, tout se passe bien et tout. Et tu vois, le conditionnement dans lequel on est, je me suis pas dit, je vais faire un autre livre. C'était comme une belle parenthèse pour moi, mais je me suis pas dit, il y a une carrière à faire là-dedans, ou il y a des débouchés. Non, je suis pas haute. Enfin, tu vois, on est quand même conditionné à pas y croire. Oui, à se dire, c'était une opportunité, ça s'arrêtera là. Tu sais, il y a des gens, ils font un micro-truc, ça y est, genre, ils vont le reproduire tout le temps, machin, ils se sentent en confiance. Oui. Il y a quand même un truc avec les migrations, les quartiers populaires et tout, où, sans faire de misérabilisme, pas du tout, c'est pas ça l'enjeu, mais c'est plutôt, on a du mal à se donner la confiance, quoi. Oui, c'est ça, il faut aller la chercher vraiment pour se dire, on a le droit. On a le droit de le faire. C'est justifié aussi. On est légitime, machin. Tout à fait. Et il a fallu qu'un autre ami d'origine turque, il s'appelle Maher Güven, qui gère un label au sein de la maison d'édition Lattès, me dise, est-ce que ça t'intéresserait de faire un dictionnaire critique? Et là, pareil, je me suis senti en confiance, et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Ça me chauffe. C'est moi qui lui ai proposé, soumis l'idée de faire Aya, parce que je trouvais que c'était intéressant. Il y avait plein de choses à dire. Oui, effectivement. Et à partir de ce moment-là, là, ça y est, j'en ai fait 2. Je commence à me dire, ok, peut-être réfléchir à d'autres et tout ça. Mais il faut 2 livres avec, tu vois, un beau rayonnement et tout pour te sentir la légitimité. Oui, alors que tu les as écrits, peu importe, t'as fait le taf malgré tout. C'est ça. Et du coup, est-ce que le projet a un lien avec tout ce que tu as déjà fait, ou est-ce que c'est une nouvelle brèche justement que tu as envie d'ouvrir? Mes projets futurs? Ouais.
J'ai plusieurs projets. En fait, moi, mes projets, j'ai envie pour les années à venir de faire des livres Ok. et des documentaires. Ok. En fait, d'avoir des projets un peu comme ça, long format, qui restent un peu dans le temps aussi. Je trouve que, comme tu disais, les livres, il y en a depuis un moment, il y en a toujours eu, mais c'est bien qu'on creuse encore, qu'on offre au public encore plus de livres sur cette culture. Et pareil pour les documentaires. C'est un champ un peu nouveau, là, les documentaires sur les artistes, rap, sur la culture rap. Il y en a, encore une fois, toujours eu. Hein. Je ne mets pas de côté tout ce qui a existé dans l'histoire, mais là, on sent que les plateformes, les médias s'y intéressent plus parce que le rap fait vendre actuellement. Et donc, il faut qu'on en profite pour faire des beaux objets. Quoi. Faut surfer, mais il faut surfer bien. Oui. Faut pas surfer pour faire des projets jetables. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Faut pas aller prendre l'argent parce qu'en ce moment, il y a de l'argent. Faut le faire pour honorer cette culture. Et donc, moi, j'ai envie de faire ça à l'avenir. Donc, j'ai plusieurs projets documentaires. Ça me met toujours du temps à voir le jour. C'est des projets longs, avec des financements, avec tout ça. Et pareil, des livres. Et ça me tient à cœur d'aller aussi explorer d'autres milieux. Je suis très content que les éditions Lattès m'aient donné leur confiance. Mais pour moi, c'est important de montrer que, je vois en plus c'est à côté de Pharrell Williams, de montrer que des gens comme nous, au départ, qui venons de la culture hip-hop, on peut aller dans des maisons d'édition traditionnelles, qui ont des prix Goncourt, qui ont des grands prix littéraires, qui font de la grande littérature. Et nous, on n'est pas ridicule, ils nous donnent notre chance et on transforme l'essai et on arrive dans d'autres sphères. C'est important. Pas dans d'autres sphères, pour faire rayonner notre culture, encore une fois. Quand Pharrell Williams, il est à... Je fais une comparaison, je ne me mets pas à la mesure de Pharrell Williams, mais je veux dire, c'est des transpositions. Quand Pharrell Williams, il est chez LVMH, ouais. Il fait venir Jay-Z à des shows. Il produit un album d'Eclipse. Je veux dire, il reste hip-hop malgré tout. Oui, il sort pas en fait de ce qu'il est, mais il arrive à à l'emmener dans d'autres sphères et en restant dans son identité. Les Américains, ils sont forts pour faire ça. Oui. J'ai envie que nous, on soit capables. Moi, c'est un honneur pour moi d'avoir fait un livre sur Aya Nakamura, jeune femme de Aulnay-sous-Bois, méprisée pendant des années et tout, et de l'avoir fait chez JC Lattès, qui est une grande maison d'édition, qui a obtenu un prix Goncourt l'année dernière. C'est ça, c'est ce genre de fusion que je veux. C'est ces parallèles-là que tu as envie de... C'est fort en fait. De pouvoir... C'est parce que tu touches d'autres publics, tu fais rayonner notre culture dans d'autres publics, et en même temps, ça valorise notre public de départ aussi. Donc voilà, c'est un peu ça mes ambitions, mes projets. Ok, j'aime beaucoup hâte de voir la suite. De toute façon, on le suivra sur tes réseaux ce matin. Ouais. Et alors, peut-être la dernière question, c'est quoi le regard que tu portes sur l'évolution de l'industrie musicale depuis tes débuts jusqu'à maintenant ? Encore une fois, c'est miraculeux ce qu'on a vécu. On a vécu tellement de créativité, d'ingéniosité, de projets qui sortent dans tous les sens. Les frontières de notre culture, elles se sont élargies. Il y a plein d'artistes qui ont pu avoir des carrières, pu vivre de leur art. Je viens d'une époque, moi j'ai écouté du rap très jeune et du coup, fin des années 90, années 2000, il y a eu tellement de talents qui n'ont pas pu perdurer parce qu'ils ne vendaient pas assez de CD alors que c'était des génies. Parce qu'il n'y avait pas d'oseille en fait. Par manque de portes ouvertes en fait. Par manque de portes ouvertes, parce que les médias généralistes calculaient par le rap, parce que plein de choses. Et pas de talents gâchés parce qu'ils ont fait des choses, mais je veux dire, ils auraient pu avoir d'autres longévités. Donc je suis heureux qu'il y ait de l'argent maintenant parce que ça a permis à plein d'artistes d'émerger, de faire vivre leur créativité. Et on a vécu, il y en a eu pour tous les goûts là dans le rap. C'est fort, il y en a eu pour tous les goûts. 2015 à 2025, je sais pas si on s'est amusé. On s'est amusé, franchement, on s'est régalé même. Donc je suis content de ça. Je suis pas mécontent que ça ait ralenti un peu en termes de productivité là parce que, petite critique mais légitime et normale, on a eu aussi beaucoup de projets qui étaient un peu des cahiers des charges de maison de disques. Tu prends un artiste street, tu lui fais faire la moitié de texte kické, la moitié de Zumba tube, tu lui fais chanter, rapper, et tac, et on a eu beaucoup d'albums comme ça, production un peu industrielle, qui n'était pas forcément nul du tout, mais juste un peu plus jetable, qui reste un peu moins dans le temps. Et je suis pas mécontent qu'on ait diminué un peu sur ce genre de truc.
en vrai. Et là, voilà, le rap avant le streaming, les anciens, ils avaient construit des fondations solides, ils avaient bâti un beau village, on va dire. Merci à eux. Et merci à eux, parce qu'on n'en serait pas là sans eux. Et là, ça s'est transformé en une grande ville, quoi. C'est ça. Et pour rayer cette ville, il va falloir beaucoup d'énergie. Je pense pas que ce soit possible, donc tant mieux. Et en fait, on s'est imposé. C'est ça qui est fort. Moi, je jubile parce que j'ai vécu des époques où le rap c'était une sous-culture, qu'on calculait pas, qu'on méprisait. Et en fait, ils peuvent plus se passer de nous maintenant. Même les médias, même les médias qui nous aiment pas, ils sont obligés d'en parler. On a vu les flammes, ils sont obligés d'en parler. Bah, Aya. Aya, ils sont obligés d'en parler. Aya, quand. Et tu vois, et parfois ça les écœure, hein, mais ils sont obligés en fait. La force des chiffres et la force du rayonnement, et peut-être aussi des générations qui se sont renouvelées un peu, ça a fait qu'on s'est imposé. Et ça, on s'est battu toute notre vie pour ça. Et des anciens se sont battus. Et je suis content que le rap ait enfin cette récompense. Donc non, content de tout ce qui s'est passé. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment qu'on a partagé ensemble. Merci beaucoup. Merci Donc, pour l'invite. bah, écoute, c'est toujours un plaisir. Tu seras toujours le bienvenu. Je reviendrai avec... Donc, c'était Ismaël Merighetti qui était avec nous pour cette interview dans l'usine à talent pour Consensus Media. Merci Ismaël d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Longue vie aux médias, longue vie à tous les jeunes qui ont des projets aussi, et tous les anciens aussi qui ont des projets. Et force à nous. Hein. Force à nous.